The return of the NBA. Here's Michael Jordan. Oh, man. I can't believe how fast 20 years went by, man. This is crazy. Yes, he is. But I tell you, he's unbelievable. Michael Jordan has been a sensational show again. Give it right back. Morant. Oh, my goodness. Look at that pass. Curry, a floater on the fly. Oh, my God. It's video. We're playing video. Here we go. Bonjour à toutes, bienvenue sur Hype. Vous avez l'habitude de ce rendez-vous maintenant chaque jeudi 18h, que ce soit sur Sport en France, sur YouTube ou sur Twitch. On se retrouve et on parle de basket NBA bien sûr ensemble. On va accueillir un large plateau cette semaine puisque Paul et Rudy sont là également. Bonjour messieurs. Tout à fait, bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Très bien et toi? Mélissa Diawakana qui est là, qui essaye de régler sa montre. Et qui va également nous parler basket. Bien évidemment, merci Mélissa d'être là avec nous. On aura un petit corner à Marine Jones puisqu'elle s'est exprimée dans la presse. C'est son retour un petit peu médiatique, Marine Jones, est sur les terrains bientôt. On va en discuter un petit peu ensemble. Et on va surtout accueillir le general manager du team Paris Basketball 3-3 qui s'est illustré il n'y a pas longtemps du côté de la Chine avec un premier titre majeur. On va en discuter. On va aussi parler basket 3-3 dans sa globalité puisque Karim Souchu est avec nous et il est donc le sélectionneur national. Salut Karim. Salut. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Merci d'être là. Je t'ai présenté comme un sélectionneur national. Tu as bien sûr une carrière pro et tu as aussi une carrière universitaire du côté de Furman University. Moi, j'ai d'abord une première question puisque beaucoup de Français maintenant font la navette Europe-France, bien sûr, vers les États-Unis. À ton époque, c'était peut-être un petit peu plus rare. Comment tu juges et tu évalues un peu le vivier maintenant du basket français? Le basket français, il y a un vivier extraordinaire. On voit tous les joueurs qui partent chaque année justement aux États-Unis. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Après, il y en a qui reviennent aussi avec des vraies plus-values. Donc je trouve que c'est bien. Et puis ça donne aussi, ça pimente un petit peu tout ça. C'est bien. Un petit peu tout ça. Wemby, extraordinaire. C'est un ovni. Un ovni, hein, ouais. On n'a jamais vu ça. Hein. Non. Bon, on va suivre aussi la carrière de Wemby. On ne va pas en parler bien sûr cette semaine, parce qu'on le fait déjà assez régulièrement. Ça passe un petit peu moins bien pour les Spurs là, mais on espère que ça puisse se stabiliser. On va parler d'un autre phénomène qui s'essaye aussi au MMA un petit peu sur le terrain. Vous avez vu passer ces images récemment du côté de San Francisco. Draymond Green qui s'en est pris un autre Français national, Rudy Gobert, avec une espèce de quoi comment on peut appeler ça? C'était un étranglement. Un étranglement des familles, hein. Voilà. Un étranglement des familles. On n'a pas l'image à vous montrer. On va essayer de discuter un peu de Draymond Green qui n'en est pas à ses premier fait d'armes. Voilà, l'image est là. La sanction est tombée 5 matchs, pardon. Je vais dire 10 matchs. Tout le monde voulait 10, mais c'est 5 matchs de suspension pour Draymond Green. Déjà sur le geste, échauffouré avec Josh McDaniels qui implique Klay Thompson également. Donc les deux essaient de se séparer et puis on voit Draymond Green arriver un petit peu dans l'affaire et donc étrangler Rudy Gobert. Déjà sur ce geste un peu, on a vu, pour les plus anciens d'entre nous, la NBA des années 90-2000. Est-ce que c'est encore un geste qui est toléré sur les terrains de basket, ça, Karim? Ça n'a rien à faire sur un terrain de basket. En plus, moi, je ne suis pas neutre. Rudy, c'est mon gars, on a joué ensemble, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Mais sur le geste qu'on voit là, ça n'a rien à faire sur un terrain de basket. C'est complètement disproportionné par rapport en plus à la situation. Ça peut même être dangereux parce qu'à un moment donné, c'est un étranglement et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Draymond Green, voilà, plusieurs sorties, plusieurs expulsions, pardon, je crois qu'il y en a 9 en tout dans sa carrière et quasiment plus de 2 millions d'euros d'amende pour Draymond Green. 5 matchs de suspension de la NBA, on pensait tous que ce serait peut-être un petit peu plus, les analystes américains pensaient à 10 voire plus. Mélissa, 5 matchs, est-ce que la NBA n'a pas manqué, encore une fois, d'aplomb pour essayer de remettre un petit peu les joueurs dans le droit chemin, quoi? Je pense que je rejoins Karim sur le fait que ce geste-là n'a rien à faire sur les terrains. Ouais. Après, lorsqu'on pense aux années 90 et le basket d'avant, bien évidemment, c'est des gestes qu'on voyait, mais pareil, qui étaient toujours sanctionnés et qui n'étaient pas bien évidemment acceptés. Après, aujourd'hui, par rapport à la sanction, ce qu'il faut regarder, c'est qu'on a eu un enchaînement d'événements, de techniques parfois justifiées et pas du tout justifiées depuis un moment. C'est un peu tendu. Donc je pense que là aussi, il y a eu un peu une mesure de tout ça. Donc la NBA n'a pas voulu non plus juste targeter à un moment donné parce que les joueurs ne s'en prennent pas la gueule. Et à un moment donné aussi, les fans viennent pour les joueurs. Ils viennent pour voir les joueurs et pas les arbitres. Ils viennent pour voir les joueurs qui se battent sur le terrain Non, ils viennent voir un spectacle. Les gens ont toujours payé pour voir un spectacle qui était le basketball et les joueurs sur le terrain. Ils viennent voir des superstars jouer. Donc quand ils prennent une technique parce que
il a tapé la balle ou parce que il a marqué un dunk, enfin il a fait un dunk et c'est le basket qu'on connaît, quoi. Le mec il va montrer, il prend une technique. En ce moment c'est très compliqué, c'est-à-dire que c'est vraiment très chaud, c'est très Moi j'ai envie de te relancer là-dessus. Donc, il y a certaines actions que l'on voit où il y a des gestes d'humeur de certains joueurs. Boom, technique. Vous pensez que c'est pas toujours justifié. Là où un Draymond Green étrangle quand même un joueur sur un terrain, on s'imagine qu'il va prendre cher et il prend que 5 matchs. Est-ce qu'il n'y a pas justement un problème de cohérence? Surtout que c'est un récidiviste, Draymond, hein, comme on le disait, rien que la semaine précédente, expulsé après un accrochage avec Donovan Mitchell. Enfin, on les compte plus finalement. Et puis on parlait de MMA, mais l'étranglement est autorisé en MMA. Mais ce qu'il a fait lors des playoffs 2016, les coups de pied dans les parties intimes ou les coups de poing, parfois les doigts dans les yeux, ça c'est interdit même en MMA. Donc, je veux dire, là, il a atteint un niveau il méritait plus que 5 matchs, clairement, quoi. On dit plus de 5 ? C'est difficile parce qu'après il y a jurisprudence, il y a eu d'autres cas, il y a eu d'autres bagarres. On en parlait hors plateau, hors antenne tout à l'heure. Il y a eu le cas aussi Chris Paul et Rajon Rondo qui se mettent des coups de poing et qui eux finalement s'en sortent avec 2 ou 3 matchs de suspension. Une grosse amende certes, mais voilà 2-3 matchs de suspension. Il faut pas oublier qu'il y a Ja Morant qui est sur le côté pour 25 matchs et lui c'est récidiviste avec une arme à feu. Arme à feu autre chose. Donc à un moment donné il faut aussi se mettre oui, on aurait tous espéré, parce que c'est un geste qu'on ne veut pas voir et qu'on ne veut plus revoir, et Draymond Green, c'est un habitué du fait. Donc, à un moment donné, on a envie de sanctionner lui plus que d'autres, parce que c'est un récidiviste plusieurs fois, comme tu l'as dit, 9 fois. Mais après, il y a jurisprudence, donc oui, quand on met 2-3 matchs sur un, 25 matchs sur un autre, lui, il s'en prend 5. C'est plutôt correct. Il faut savoir que ces matchs-là sont sans salaire, donc il perd quand même presque 700 000, 800 000 de salaire. C'est pas rien. Donc, oui, on peut dire que finalement, ça va. 25, vas-y, Karim, je sais que tu veux rebondir. Il y a une tendance un peu, je trouve actuellement aussi, on pousse, on dit la NBA c'était plus physique avant. Et j'ai l'impression que les joueurs, ils se forcent des fois aussi un peu à être physiques, à faire des sales fautes, pour un peu justifier que c'est aussi physique aujourd'hui. Je sais pas, moi j'ai cette impression-là, j'entends toujours ce commentaire-là. Oui, c'était physique avant, mais c'était pas les mêmes joueurs, c'était pas le même concept, c'était pas le même. Le règlement a changé aussi, les règles. J'ai l'impression qu'ils veulent prouver quelque chose des fois, donc c'est ça qui ça amène un peu ça, quoi. Moi je pense que c'est plus une frustration des joueurs qui justement, des fois ils ont envie de bomber le torse après un gros dunk, il y en a qui s'accrochent et ils se prennent des techniques, en fait ils peuvent plus rien faire, ils peuvent même plus trash talker. Donc du coup quand il y a une action elle est excessive, quoi. Et donc les gars à un moment donné ils sont frustrés parce que c'est quand même un sport. Tu as envie d'impressionner l'adversaire et de parfois montrer que t'es là, quoi. T'es là, quoi. Et au final les arbitres ils t'en empêchent. Donc peut-être parfois par frustration, les joueurs, dès que ça part un peu en sucette, rapidement pour finir, Mélissa. Voilà. Non, mais moi je rejoins cette analyse-là parce qu'au final on reste dans un sport qui est très émotionnel, c'est-à-dire que nos émotions sont retransmises par rapport à ce qu'on fait. Lorsqu'on marque un panier à 3 points, lorsqu'on se fait un peu charrier, etc., il y a quelqu'un qui te rentre dedans et que tu veux lui répondre, on répond sur le terrain. Et aujourd'hui tu peux plus le faire, c'est-à-dire que même marquer un dunk et regarder un mec en face, on est d'accord que tout ça ne justifie pas quand même d'étrangler quelqu'un sur le terrain. Mais il faut comprendre quand même, ça reste des bonhommes, ça reste de la testostérone, enfin il y a plein de choses, quoi. Ouais, ok. Au niveau des amendes, on a parlé de Draymond Green, on parle aussi de Rudy Gobert qui prend 25 000 quand même. Klay Thompson aussi qui prend 25 000 et puis Josh McDaniels. Est-ce que sur ça c'est pareil, question d'équité ou pas? Parce qu'il a étranglé, selon les images, on le voit, il prend d'abord Klay Thompson, Rudy, en fait. Donc c'est ça qui est sanctionné. Mais d'ailleurs, il a dit qu'il allait faire appel de cette sanction, de cette amende. Donc on va voir ce que va dire la NBA, mais je pense qu'il veut pas en rester là, notre ami Rudy. Va falloir surveiller le retour des Warriors du côté de Minnesota. Je pense qu'ils vont être bien reçus. On avance, on va parler du basket français et du basket féminin. La rentrée de Marine Johannes dans les médias, ça s'est fait la semaine dernière. J'ai eu la chance, moi, pouvoir de lui poser quelques questions. On l'écoute et puis ensuite, on en discute ensemble. Ouais, c'est vrai que c'était une expérience c'est incroyable pour moi de vivre ça. Donc déjà, d'aller en WNBA, c'est toujours un truc assez spécial pour moi. Après, on avait, je pense, l'équipe pour aller en finale. Donc c'était vraiment l'objectif de l'équipe. Et donc, de vivre ces premières finales WNBA, ça a été assez spécial. Une ambiance assez incroyable avec 18 000 personnes, un truc comme ça au Barclays. Donc c'était assez impressionnant et c'était vraiment sympa comme expérience. Aussi d'évoluer avec des joueuses comme Stewie, Sloat, c'est quand même impressionnant parce que c'est
elles font partie des meilleures joueuses de la ligue. Elles ont déjà gagné des titres. Elles savent comment refaire ça, comment travailler. Et rien que ça, c'était vachement enrichissant pour moi de voir ça en live, en fait. C'est vrai que ça fait plaisir. Il n'y a pas meilleur comme commentaire. C'est quand même l'un des plus grands joueurs NBA, donc c'est assez spécial. Mais ouais, c'était vraiment sympa. J'ai reçu beaucoup de messages de mes amis en France. Et donc, même eux, c'était assez incroyable, quoi. Donc, l'été prochain, je me suis engagée en discussion avec Jean-Pierre, Aimé, que je serai présente donc, le premier jour de la préparation. Donc, si je ne me trompe pas, c'est le 6 juin. Mais après, oui, en 2025, c'est vrai que j'aimerais retourner en WNBA et pourquoi pas aussi faire une saison entière là-bas, en fait. Marine Johannes qui répondait à mes questions, qu'on a vu aussi du côté de NBA Extra il n'y a pas longtemps, là. Se poser un petit peu, revenir aussi sur sa saison estivale. Vous savez que la WNBA, c'est l'été, une partie de l'automne. On va se focaliser un petit peu sur ce qu'on a vu, nous, et observé, à la fois sur le jeu. Donc il y a des stats, 7 points à 41% au tir, 1,5 rebonds quasiment et 1,7 passes. Mais Mélissa, on a vu une Marine Johannes contente d'être à New York, contente d'être sur les terrains new-yorkais, de jouer avec les joueuses qu'elle a citées. Est-ce que tu penses qu'on peut revoir cette même Marine là, dans le championnat de France dans quelques semaines ? Moi, je l'espère parce qu'elle le mérite, parce qu'elle sort d'une grosse saison avec l'Asvel où elle est championne. Elle va là-bas, elle goûte quand même à la finale qui n'est pas rien, finale de WNBA. Donc quand on revient ici, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est essayer de mettre une certaine pression en voulant qu'elle fasse exactement la même chose. Les saisons ne se ressemblent pas. Quand même, on peut les enchaîner, il peut y avoir des tendances qui sont hautes. Les saisons ne sont pas les mêmes, elle aura de la fatigue parce qu'elle a enchaîné, elle n'a pas eu de pause, elle n'a pas eu de break. Donc à un moment donné, elle va fatiguer. À un moment donné, peut-être que les performances ne seront pas là où on voudrait que ça puisse être, mais il va falloir lui donner du temps, du repos. Et moi, je pense que ce qu'elle a vécu, c'est extraordinaire. Et ça, il faut en parler, il faut vraiment le souligner. On n'a pas autant de joueuses qui ont vécu ce genre de choses et ce genre d'expérience. Sortir d'une saison en étant championne d'Europe, sortir d'une saison avec championne avec son club, partir en WNBA et être sur le terrain et participer à cette victoire et participer à ces performances-là. Je pense que ce qu'elle vient de vivre là, elle est sur un nuage. Et donc moi, j'espère qu'elle va revenir ici en France en restant sur ce nuage-là. Et si elle le fait, on va devoir la supporter, l'encourager pour qu'elle y reste parce que ça va nous profiter à nous. Et si elle n'est pas, il va falloir l'encourager pour que plus ou moins elle puisse récupérer, se régénérer et puis repartir. Marine Johannes qui l'a affirmé, elle sera présente au rassemblement de l'équipe de France dès le premier jour, 6 juin, rassemblement de l'équipe de France pour donc, la campagne estivale et olympique, on espère glorieuse. Donc voilà, il n'y a plus de débat autour de sa présence et de son implication. D'ailleurs, elle n'a pas trop voulu s'étendre sur le sujet, j'ai l'impression. Non. On veut tourner la page de tous Avançons vers justement l'objectif olympique, c'était vraiment le focus qu'elle voulait faire passer aux médias, ça a été fait. Nous, on va pas parler des Jeux olympiques, on va revenir sur la NBA, notamment un cas James Harden dans le d'accord, pas d'accord. James Harden, bavarde Mélissa toujours. James Harden, épisode 2, il y en aura peut-être plus. Il va falloir s'accrocher à la saga James Harden. On voulait revenir, nous, sur les propos de James Harden, mais surtout sur l'emballement médiatique qui a pu avoir lieu après sa sortie donc médiatique « Je suis le système ». On en avait parlé la semaine dernière ensemble. Et ça s'est passé du côté de Dallas, où un ancien membre de l'organisation de Dallas, devenu commentateur pour l'équipe des Mavericks, donc il commente les matchs à domicile. On peut citer le nom donc, de Brian Dameris, qui a fait une sortie plutôt remarquée voire remarquable. On verra tout ça dans la presse américaine. On vous met tous les déclats de Brian. Attention, ça vaut le détour. Ask the producer to pipe this into the Clippers locker room so I can talk to you, James. I hope you're taking notes. I'm telling you in advance, you're welcome for the wisdom I'm about to spew. Because, listen, I get on my knees every night and pray for someone to believe in me like Daryl Morey believed in you. You wanted a certain coach, they brought in Mike D'Antoni. You want to play a certain style, they played it. You wanted Dwight Howard, they brought him in and got rid of him when you were tired of him. You wanted Chris Paul, they brought him in and got rid of him when you were tired of him. They brought in your old friend Russell Westbrook. You want to go to Vegas on off days? They looked away. You wanted the team to stay over so you could go out at night? They changed the schedule, and it didn't work. And you know what? You said,
I'm going to break up with my whoopee. Not good enough. I see the bright lights in New York. I want to go there. My old pal Kevin Durant. It's going to work. The big three. And all after 1 year, you want it out. You realize, oh my gosh, I took this guy for granted, the guy that believed in me. I went back with Daryl Morey. They traded Ben Simmons for you. How did they pull that off? And you know what? You went there and you got a partner who got the MVP. He won the MVP. And what did you say afterwards? You said, they didn't hand me the reins. You're the point guard. You were holding the reins. And what did you do when you had the reins? You scored 9 points in Game 7 against Boston. You blew a 3-2 series lead. So they fired their coach. Not good enough. You broke up with your guy, believed in you again. You said, the bright lights of LA, that's where I want to go. Let's see if that works. Listen, James, have you ever had those friends who had bad roommates? Over and over, they complained about their bad roommates. This guy's terrible, the bad roommate here. They never thought to be self-aware enough that they're the bad roommate. They're the problem. Hey, James, you're the problem. If this doesn't work this year in this system with this team, then you're going to go and point fingers at everybody else, and you're going to go back home and you're going to start swiping right for another team, and there's not going to be anybody left. Because, James, you're not the beard, you're not the system, you're the problem. Brian Dameris, voilà, sulfateuse sortie, clairement, tout est clair dans destination donc, de James Harden et ses propos « je suis le système ». On peut citer aussi James Harden et le résultat justement de son arrivée du côté des Clippers, parce qu'il n'y a pas de match gagné encore, 0-6 pour l'instant sur la dimension un petit peu globale. Il n'est pas le seul responsable, et depuis qu'il porte la tunique, l'équipe ne gagne pas. On se fait un petit d'accord, pas d'accord ensemble sur le fond et la forme de Brian Dameris, et puis on essaiera de voir aussi si dans la relation un petit peu sportive de haut niveau et athlète, on peut comme ça tout se permettre et puis invectiver les joueurs en direct comme ça, puisque c'était en direct sur Bailey Sports Vidéo Rotier, on peut le dire aussi. Qui est d'accord ou pas d'accord avec les propos de Brian? Rudy, je sens que tu es un peu mesuré toi. Je suis mesuré. Moi, je suis d'accord sur le fond, je suis pas d'accord sur la forme. Très bien, Mélissa, plutôt? D'accord sur le fond, d'accord sur la forme. Ok. Est-ce que tu es prêt pour démarrer le petit duel? Une petite minute. On peut. Dès qu'on est prêt en régie, on sort ça, et puis Karim va trancher, donnera aussi ses arguments si t'en as. Ouais, exactement. Allez, quand tu veux, Rudy. Alors moi, sur le fond, je suis tout à fait d'accord. Après, bien sûr, James Harden a lancé aussi la petite la carotte pour se faire, enfin le bâton pour se faire battre. Par contre, il faut pas oublier qu'on est quand même à la télé, même si on est journaliste, on peut pas non plus tout dire non plus. Enfin, pas. Bon, on peut le faire comprendre. Il y a des mots que parfois il faut être mesuré. Moi, je trouve qu'en tant que journaliste, il faut parfois qu'on arrive à être mesuré justement sur nos propos et les mots qu'on peut utiliser. Donc oui, James Harden nous embête tous. On sait ce qu'il peut dire parfois. On sait ce qu'il a pu faire ces dernières années. Par contre, il faut pas oublier que quand même, il arrive dans une nouvelle équipe. Il arrive d'une semaine à l'autre. Oui, c'est lui qui l'a voulu, mais il arrive en méforme, donc c'est son problème aussi. Il nous montre depuis le début qu'il y a un manque de professionnalisme aussi chez lui, il y a un manque de remise en question, et c'est là où moi, j'aurais plutôt insisté en tant que journaliste, et au lieu de dire, oui, au lieu d'être le système, voilà, non, moi j'aurais été le problème. Alors, voilà, merci. Je sais pas de carton jaune, mais sinon on va aussi faire comme elle est. Technique comme la NBA. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Je sais pas, moi je savais pas. Comme la NBA technique, top. Bien, merci. On précise parce que je sais qu'un certain Pascal Gibernet va regarder cette émission. Brian Dameris n'est pas journaliste parce qu'ils font vraiment des distinctions là-bas. Lui, il commente les matchs. Voilà, parce que le traitement un peu éditorial d'un journaliste aurait été différent, et ça l'a été d'ailleurs si on se renseigne. Mélissa, à toi. Alors moi c'est très simple, je pense que pour la première fois on a eu quelqu'un qui a dit, vous savez parfois on appelle ce qu'on appelle la bienveillance, c'est dire la vérité, et la vérité parfois elle blesse. Là il a dit ouvertement ce que peut-être plein de gens pensaient tout bas, mais quand on écoute vraiment le message, moi je trouve pas qu'il y a des choses qui sont méchantes ou qui sont directes. Je pense qu'à un moment donné, quand quelqu'un t'aime vraiment ou qu'il te veut du bien, il faut qu'on te dise la vérité. Nos parents l'ont fait avec nous, moi mon père me disait souvent, si tu as toujours le même problème avec des gens différents, à un moment donné c'est pas les gens le problème, c'est toi le problème. Et c'est exactement ce qu'il vient de dire là. Donc c'est plutôt un conseil de bienveillance parce qu'il a sorti des vraies choses. Il a dit, on a fait des choses pour toi, on t'a tout donné, on a cru en toi, on a fait en sorte que tu puisses être dans les meilleures conditions et que tu puisses t'en sortir. Aujourd'hui tu nous as montré, et toi tu vas nous dire que le fond
fond n'est pas bon, la forme elle n'est pas bonne. Mais James Harden, quand il est parti en Chine et que devant tout le monde, il a pointé entre guillemets son patron, tu diras à quoi tous ces jeunes qui sont là aujourd'hui qui regardent ça, que c'est possible d'aller devant un micro, d'aller devant une chaîne télé, d'aller devant son bureau et dire à un patron, écoute, ce que tu fais c'est de la merde et comment tu m'as traité, j'aime pas, et ce que tu fais, t'es injuste, un menteur. No way. Ok, les arguments de Mélissa. Elle a dit les termes. Hein. T'avais préparé, hein, t'étais bien là. Bon, est-ce que tu as quelque chose avant que Karim tranche un peu, donne son avis? Est-ce que toi tu veux Je serais un peu plus nuancé que ces deux personnes qui sont fort aimables au demeurant, hein, mais en sachant que généralement derrière, c'est vrai que la forme est un peu dure, mais en même temps c'est très factuel. Même si on pourrait discuter du côté Mike D'Antoni, c'est lui qui a voulu faire venir Mike D'Antoni. Bon, ça peut se discuter, mais c'est vrai, c'est très factuel. Après, je comprends ce que dit Rudy sur le côté théâtral de la chose, face caméra, il fait son speech. Je comprends que ça puisse être critiqué, mais globalement, sur le fond, il n'y a rien à redire. Hein. Pas oublier qu'aux États-Unis, le rapport aussi peut-être un peu, Karim, je te passe la balle tout de suite, mais les relations, effectivement, chaud, expliquer un petit peu les choses avec un peu d'émotion, c'est des choses qu'on a un peu l'habitude de voir. Ouais, c'est le système américain qui est comme ça avec les journalistes. Alors, on en parlait un petit peu, mais c'est la plateforme. Il a la plateforme pour le faire. Après, il y a la forme aussi. Je pense qu'il aurait pu mettre un peu plus de forme, même si tout ce qu'il dit, c'est factuel, c'est vrai. À un moment donné, le joueur aussi, il a fait tout pour se faire battre aussi, parce qu'à un moment donné, en disant « je suis le système », en arrivant... S'ils étaient à 6-0, on n'aurait même pas cet argument-là. On dirait même pas « non, c'est vrai, il avait raison, c'est vrai que c'était pas la bonne situation pour lui ». Après, en même temps, les GM, on leur met pas le couteau sous la gorge pour signer James Harden. À un moment donné, ils savent quels joueurs ils vont signer. Donc, c'est pas non plus une surprise. Depuis des années, on sait comment ça se passe avec ce joueur-là. C'est un joueur extraordinaire. C'est compliqué de le faire peut-être jouer dans un collectif. Donc, on le sait. C'est pas quelque chose qu'on découvre. Alors, s'il faut trancher, je vais être bienveillant avec toi. La première chose, ta montre ne marche pas. Parce qu'elle essaie de régler sa montre depuis 1 heure. Ça marche pas. Arrête. Elle ne marche pas. Arrête. Oui, tu peux faire tous les gestes que tu veux, ça marche pas. Et non, mais je pense que c'est un peu des deux. Je pense que vous avez tous les deux raison dans votre analyse. Il faut peut-être un peu plus nuancer, mais c'est vrai que la bienveillance, moi je vois sur les équipes, quand tu coaches une équipe, c'est la meilleure des choses que tu puisses faire. Après, dire les choses. C'est compliqué en NBA avec le statut, l'ego des joueurs, parce que c'est une ligue de joueurs. C'est les joueurs qui font les équipes, qui ramènent les coachs, qui virent les coachs, et c'est compliqué. Donc là, on peut se le permettre quand on est dans une équipe différente. En plus, Dallas, c'est une équipe qui est plutôt avec Cuban qui est au-dessus. Ouais, c'est plutôt open sur tout ce qui est un peu provoque et tout ça. Je suis pas sûr qu'il aurait pu faire ça dans toutes les équipes, ce commentateur-là. Moi, je comprends pas qu'en plus aujourd'hui, on a l'habitude avec ESPN, on a l'habitude avec une dispute, c'est on critique les joueurs à tout va pour les statistiques, pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils font pas. Les journalistes montrent clairement leur plus ou moins leur feeling par rapport aux joueurs. Il y en a, ils les détestent. Donc ils font que les clasher. Et là, on a quelqu'un qui n'est pas en train de dire, il n'a pas dit du mal, ni sur la forme, ni sur le fond, il est juste en train de lui dire... Ce ne sont pas de méchanceté dans les propos. Ce ne sont pas les méchancetés, c'est vraiment lui dire, écoute, on a tout fait pour toi, on t'a tout donné. Et là où si tu vas, ça veut dire qu'avec autant de changements, si ça ne fonctionne pas, à un moment donné, au lieu de dire à tout le monde, je suis ceci, je suis cela, peut-être regarde les choses un peu en face en te disant que le problème, c'est pas toujours les autres, et c'est pas toujours que le système ne fonctionne pas autour de toi. Peut-être qu'à un moment donné, remettons en question. Et si James Harden aujourd'hui est le joueur qu'on voudrait qu'il soit, moi, quelque chose comme ça, tu me pointes en direct. Alors, c'était ma question. Vous avez été sur le terrain il n'y a encore pas si longtemps, tous les deux, en tant que joueurs à très très haut niveau. Quand on est tensé comme ça par les journalistes, comment on prend ? Alors là, j'aimerais bien savoir la réaction de Mel, parce qu'elle était pas mal. Quand on l'a tensé un peu, dis-moi, vas-y. Moi, c'est très simple. C'est-à-dire que... c'est très simple. Non, mais on va pas se dire... On va dire que même si on... Remise en question et action directe ? Il y a des choses qui nous atteignent, des choses qui ne nous atteignent pas. À un moment donné, voilà, on sait qu'on est décortiqué. Tu fais un bon match, t'es la meilleure du monde. Tu feras un mauvais match, tu seras le pire. Sauf qu'à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses, ne pas écouter ce qu'il ne faut pas écouter. Mais par contre, quand il y a un enchaînement de choses, et il y a un enchaînement, c'est ce que je dis, si autour de toi, on ne te dit pas la vérité, à un moment donné, la vérité, elle finira par tomber quelque part. Et la remise en question, elle est nécessaire. C'est-à-dire que là, on ne parle pas d'un seul cas, on parle de plusieurs cas. Vas-y, rentre, je sens que tu en parler. Tu le dis très bien, une remise en question. Et sur les propos, il relate tous les propos, enfin tous les faits, donc là il n'y a pas de problème, mais on sent une certaine animosité dans sa voix, une agressivité, on sent qu'il y a un truc qui fait que là, je pense que le message, c'est difficile. Harden, il a justement répondu, je pense qu'il n'a pas tout compris non plus à cet acharnement, parce qu'il a pris comme un acharnement. Il n'a pas tout écouté non plus.
Voilà. Donc là, je suis d'accord sur la bienveillance, mais je suis pas sûr que Harden l'ait pris comme quelque chose de bienveillant. Alors que s'il l'aurait formulé peut-être autrement en disant peut-être que là, il faut que tu commences à te poser la question de te remettre en question personnellement parce que, ok, tu te considères comme un système, mais est-ce que tu l'es vraiment par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à maintenant ces dernières années? Voilà. Paul, avant, s'il vous plaît. Paul. Je pense que c'est plus acceptable. Donc, en fait, ouais, en faisant ça, alors, je voulais pas donner l'avantage à qui que ce soit, mais en faisant ça, tu as donné l'avantage à Mel. Merci. Parce que Harden, dans ses propos, clairement, il veut pas se remettre en question. Il a dit « je suis le système », mais à un moment donné, remettant en question en disant, et en faisant ça, il s'est tué. Donc lui, il avait juste à mettre les faits, à les étaler et à dire voilà, regarde, il y a ça. Derrière, et c'est du show, c'est les États-Unis, c'est du show. Mais on a été athlète, tu sais très bien qu'à un moment donné, la remise en question, si tu n'en as pas, on va constamment te critiquer sur ce que tu sais pas faire. Il faut se remettre en question. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais c'est ce qui te fait avancer. Et là, lui, je suis pas sûr qu'il a envie d'avancer à ce stade de sa carrière. En plus, je suis pas sûr qu'il ait vraiment envie d'avancer dans cette position-là. J'ai envie d'entendre Paul quand même, mais ça juste avant. Je vais tenter de le défendre un tout petit peu. Ouh là là, ça arrive tard. Hein, voilà, l'ami James. Côté pour, côté contre. Voilà. Non mais ça m'a fait évoluer. Voilà. Parce on lui reproche donc de profiter du business de la NBA quelque part, du système de la NBA, alors qu'on leur répète à longueur d'année, la NBA c'est un business. Quand les joueurs sont transférés sans leur accord, on leur dit ouais mais la NBA c'est un business. Et quand il y en a un qui profite du business, on va lui reprocher de traiter la NBA comme un business. Je trouve ça c'est pas hype, c'est hypocrite. Je sais pas si on est sur l'angle du trade pas trade. Ça c'est autre chose. Ouais. C'est une fois que tu as ta situation entre les mains et que tu arrives aux Clippers. Et que tu mets pas un pied devant l'autre, et qu'avant ça, tu annonces être complètement le système et donc la pierre angulaire du projet dans lequel tu arrives, alors que tu n'as rien fait, c'est un peu compliqué quand même. Il n'est pas non plus à côté de la plaque en tant que joueur. Mais je pense que sur le parquet. Il y a nuance là, les gars. Est-ce que commencer avec les quatre franchise players en starter, est-ce que c'est la bonne formule pour que cette équipe finisse par gagner? Et moi, je pense que c'est le justement, mais si déjà de base, Tyronn Lue avait fait peut-être chercher d'autres formules sur Rudy, on va faire une autre émission derrière, en off, et on parlera justement de la dimension un petit peu tactique. Il m'écoute plus. Bon, on va s'arrêter là. La dimension tactique des Clippers, on aura le temps d'en reparler. Je pense que ça va peut-être cristalliser un petit peu les passions et les débats. Mais ça non plus, je te relance pas tout de suite. On va se focaliser sur les anciens de la NBA, Steph Curry, LeBron James et KD dans le focus de la semaine. Deuxième carton rouge, on n'est pas au foot là. Hein. Là, c'est anti-sportif, dehors, deuxième technique. Focus de la semaine, Steph Curry, LeBron James et Kevin Durant sont en feu. Les trois ont plus de 35 ans et sont titrés NBA, partagent aussi des titres de MVP. Voilà. Le palmarès de ces monstres, vous le connaissez, on ne va pas le réétaler ensemble. Lakers pour LeBron James, Phoenix, donc deuxième saison pour Kevin Durant du côté des Suns, et Steph Curry qui est toujours dans sa franchise de cœur, ça vous le savez. J'aimerais qu'on se positionne, moi, sur l'un des trois aujourd'hui. Qui vous impressionne le plus de par les performances, la longévité, l'impact sur son équipe, l'impact sur les générations actuelles. Quand on discute un peu avec nos amis, notre famille, quel nom peut ressortir. On va globaliser un petit peu quand même pour essayer d'avoir une discussion un peu large, parce que les chiffres, oui, mais l'impact de ces joueurs sur la NBA. Karim. LeBron, pour moi, pourquoi? Parce qu'en termes de longévité, c'est le premier qui pour moi ressort. Oui, alors Kevin Durant et Steph Curry. C'est un niveau en dessous en termes de longévité, je te parle. Parce que le LeBron, ça fait quand même un moment qu'il est là. Alors, longévité, on précise tout de suite, LeBron commence avant. Donc forcément, le parcours est plus long, mais il aurait pu s'arrêter plus tôt. Et quand tu parles de longévité, est-ce que c'est à haut niveau de maintenir ce cap? C'est longévité à haut niveau. C'est-à-dire que ça reste pour moi un des top 10 de la Ligue. Je suis large pour pas qu'il y ait d'arguments sur top 3, top 10. Comme ça, on sait qu'il est dans ce aujourd'hui, là, on parle. Ouais, aujourd'hui, par son QI basket, par ce qu'il apporte encore. Et puis, c'est un joueur qui est quand même dominant. Il a quel âge, là? Il a 38, ouais. 39, là, dans quelques semaines. 21e saison. Tu vois, je me faisais la réflexion quand je regardais Jordan jouer sur ses dernières saisons.
il était physiquement un peu plus à la peine que ce que peut être LeBron James aujourd'hui, quasi au même âge. Jordan, il avait changé son jeu. Il avait complètement changé son jeu. Allez, on y va sur Jordan tout de suite. Vas-y, Mélissa. On peut faire un duel là sur. On peut, il n'y a pas de souci. Là, il n'y a pas de problème. Pas comparable. Pourquoi pas comparable, Jordan? Juste sur ce côté-là, pas comparable. Tu joues dans 2 générations différentes, avec deux ères différents, où le basket, il est. C'est ça, c'est-à-dire. Pas le même poste. Jordan est revenu à Washington. Et pas les mêmes règles aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les joueurs ne sont pas. À l'époque de Jordan, les joueurs ne sont pas aussi protégés. Est-ce que tu es d'accord pour dire que Jordan avait changé son jeu à la fin de sa carrière? C'est-à-dire que c'était exclusivement sur du shoot extérieur, exclusivement. Il y avait encore des fulgurances. Là où LeBron, il a encore la tête au cercle. Oui, parce que c'est incroyable ce qu'il fait. Les mêmes points que Jordan a pris. Jordan a dû s'adapter. C'est pas les mêmes points sur LeBron que sur Jordan. Ah oui. Mais moi, je trouve que si tu regardes vraiment leur jeu, le jeu de LeBron, il est pareil aujourd'hui qu'il y a 2, 3, 4 ans. Pas trop longtemps sur Jordan LeBron, parce que ça, on va faire 3 heures dessus. Moi, je veux qu'on se refocalise sur les performances de Kevin Durant et de Steph Curry. Donc 35 ans, on l'a dit, 16e saison pour KD, 15e pour Steph Curry, double MVP pour Steph Curry, etc. MVP aussi pour Durant, on l'a dit. Le début de saison, là, si on reste sur le début de saison, il y a un peu plus de 10 matchs de jouer. Lequel? Bon, LeBron à part. KD, Steph, LeBron, Curry. Pourquoi? Curry parce que après, je vais fâcher les nouvelles générations, mais moi je reste sur ce côté-là où on a un mec qui a commencé avec son équipe, c'est-à-dire qu'il est avec cette franchise-là depuis longtemps. Il est champion avec cette franchise-là. Aujourd'hui, voilà, il devient comme nous tous vieux, mais il porte encore cette équipe-là. Ça veut dire qu'il est capable de mettre ses 30 points, il est capable de porter et gagner à lui tout seul. Il a quand même à ramener une autre dimension du jeu qui est dans le shoot, c'est-à-dire c'est le mec qui va sortir de la ligne du milieu, il est capable de balancer. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas encore à s'adapter et défendre correctement sur Curry. C'est le joueur qui a ramené une autre dimension dans le jeu off-ball. Ça veut dire que le gars, sans avoir la balle dans les mains, il t'a ramené quand même une dimension du joueur, ce qui est capable de faire un joueur sans la balle dans les mains, dans les rotations, dans les courses, et forcer la défense à s'adapter. Et moi, je trouve que ça, de le garder année après année et de l'augmenter, il est génial. Et ça, pour ça, respect. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réussi à trouver le moyen de l'arrêter. Et tu as beaucoup de joueurs qui commencent à le faire. Tu as Damian Lillard qui commence à tirer aussi de plus loin. Donc, tu recules sa défense. Tu recules sa défense. Des joueurs comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver la clé pour pouvoir arrêter ce genre de joueurs et arrêter ce genre d'équipe qui joue autour de ça. Et ça, c'est... Mais il a changé le basket. Enfin, c'est le meilleur shooter de l'histoire. Il n'y a rien à dire pour Curry. Pour revenir sur KD, il fait une saison de MVP pour l'instant. Donc, respect. Mais encore une fois, d'accord avec Karim, moins avec ces deux individus. Car qu'on plus de prénom maintenant. Non. Au bout de 30 minutes, on n'a plus de prénom. Toujours. Juste parce qu'il a choisi LeBron. On sait que Karim est un homme de goût, il l'a encore prouvé. Je veux dire, LeBron, on parlait de longévité, de l'impact sur les jeunes, l'impact sur le jeu. Là, il vient de dépasser Jason Kidd en triple-double hier soir. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant ce qu'il fait. Il monte encore à une hauteur, enfin, il fait des alley-oops. Enfin, on se dit, mais il n'a pas bientôt 39 ans. Regardez le pourcentage au tir de LeBron James quand même, 64%. 64% à 38 ans. Il porte les Lakers. C'est le même pourcentage au lancer franc, donc bon, pour un GOAT, ça fait mal. Pour un GOAT, ça fait mal, je suis désolé. Non, c'est pas le débat. Non, j'ai jamais dit que c'était le GOAT. Avec des personnes qui sont fans, ils parlent par rapport à... non, absolument pas. De LeBron, des fois, nous, on parle... Alors justement, ton joueur parmi les trois. Moi, c'est KD. C'est KD parce que justement, on parle de longévité. Pour moi, les trois, dans leur carrière, sont toujours au top. Ils tournent entre 25 et 30 points en moyenne par saison. Voilà. Et mon ami Paul le disait, hein. C'était mon ami ce soir. Toujours. Mais il est sur une saison de MVP. Son titre MVP, c'est 2014. Et il est sur les mêmes stats. Il est sur les mêmes lignes de stats. 30 points, 7 rebonds, presque 5 passes décisives par saison. Et il est moins entouré que son époque OKC avec James Harden et les Westbrook. Là, depuis le début de saison, il pallie toutes les absences de Bill et Booker. Ils n'ont jamais joué ensemble. Donc, pas les trois en tout cas. Soit avec Bill, soit avec Booker. Et il maintient. Hier soir, il fait encore 31 points. La réponse de Karim sur peut-être le choix de Rudy, non? Non, sur KD, j'allais rebondir sur une chose. Je parle en connaissance de cause. Revenir d'un tendon d'Achille et être à ce niveau-là, c'était il y a quelques années, mais c'est pas donné à tout le monde. On se rappelle Kobe, quand il a eu ça, derrière, c'était plus le même joueur. Et là, KD, alors c'est vrai qu'il est unique. C'est un joueur longiligne, grand, qui peut se créer son shoot. Pour moi, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur scoreur.
parce que c'est très dur à arrêter, c'est un joueur qui est très dur à arrêter en 1 contre 1. Et il est sur les 2 terrains. Et il est sur les 2 terrains, et revenir comme il est revenu et faire ce qu'il fait aujourd'hui, je dis chapeau, parce que c'est pas donné à tout le monde. Après, honnêtement, les 3, c'est des monstres. Alors moi, Steph Curry, je veux t'entendre sur Steph, parce que dans tes années pro, shooter, Karim, tu étais. À la fin, au début non. Mais ouais, non, sur Curry, il a clairement changé le jeu. Ouais. Il y a eu des bons côtés qu'il a amenés, des mauvais aussi. Je te donne un exemple. Avant, les jeunes, quand ils rentraient sur un terrain, ils voulaient tous dunker. Maintenant, ils rentrent sur un terrain, ils shootent à 10 mètres. Bon, bah, c'est pas bon ça pour toi? Si, mais c'est une évolution des mentalités. Il a amené ça. Il a ramené le shoot aussi au centre des débats. Parce qu'à un moment donné, on était sur le côté athlétique beaucoup en NBA, un peu moins sur le côté adresse. Et lui, il a ramené ça. Et aujourd'hui, on voit que, comme tu disais tout à l'heure, Damien Lillard qui shoot de plus en plus loin. Et pour moi, c'est une plus-value. Pour le jeu aussi, c'est bien de voir des matchs avec plus de points, plus d'adresse, c'est bien. Moi, je parle aussi au 3-3, le tir extérieur, c'est essentiel. C'est ce qui te fait gagner les matchs. Donc, à un moment donné, moi, je peux être que pour ce genre de joueur. Et c'est physiquement aussi qu'il a pris énormément. Quand on voit ses premières années et comment il est maintenant, mais par contre, c'est les 3 là, en termes d'éthique de travail, c'est incroyable. Moi, je pense qu'il ne faut pas essayer de les classer, il faut juste dire que c'est un peu comme le vin. Et plus il devient ancien et plus il devient meilleur. Et pour moi, je trouve que ces 3-là, plus ils vieillissent et plus ils sont extrêmement bons. Et Curry, c'est pas que le tir. Attention, on a parlé de Curry, il n'y a pas que le tir, mais dans tous ces joueurs-là, il y a une dimension technique qui est impalpable. C'est incroyable. C'est-à-dire que techniquement, ce que Steph Curry est capable de faire dans les finitions, dans la lecture de jeu, dans la compréhension du jeu, LeBron pareil, c'est vraiment le joueur qui a aussi ramené à une dimension collective. C'est-à-dire qu'on attendait, entre guillemets, le go de mec qui prend des responsabilités. Lui, il sait donner la responsabilité. Je l'ai détesté pour ça. Je déteste ce mec pour ça. Mais tu peux quand même aimer parce que ça rajoute une autre dimension du jeu. Tu peux aimer KD pour ce qu'il est en train de montrer. KD montre qu'il est le patron, qu'il est toujours là et qu'il a su répondre. Il s'est porté une équipe à lui tout seul. On ne peut pas choisir. Petite question là. Est-ce que, parce que ces joueurs commencent à être âgés, est-ce qu'on arrive à identifier un petit peu leurs suppléants à la fois dans cette dimension un peu profil, mais aussi professionnalisme et puis winner ultime. Est-ce que vous avez... Jordan Poole, peut-être dans sa partie à lui, mais pas sur les terrains de NBA pour le moment en tout cas. Anthony Edwards. Anthony Edwards. Là, comme ça. Booker, peut-être. Booker. Il commence à être un peu plus âgé. Moi, je dirais Anthony Edwards. Je dirais il faudra mettre Wemby là-dedans aussi. Wemby, il va falloir le mettre dedans. Il va falloir. Il y a d'autres joueurs. C'est pas si évident que ça à trouver. Si je pose la question, c'est que j'ai l'impression que ils sont exemplaires, mais pas toujours suivis par cette nouvelle génération en termes de travail. Shoot, longue distance, un Trae Young aussi. Mais ouais, c'est très difficile. Je trouve qu'ils n'ont pas cette même aura, cette même faculté de travail. Après, tu l'as avec OKC, il y a le meneur... Chez Gilgeous Alexander. Alexander. Il a l'air de travailler fort, qui progresse saison après saison. Après, Curry, il est resté dans la même franchise toute sa carrière. Et ça, c'est fort. Merci. Parce que les autres, il y a eu le principe... Bon, il était dans une super team. Ce que LeBron a ramené dans le jeu, bien sûr. Mais ils sont venus pour lui, peut-être. Ils sont venus peut-être pour lui, mais lui, il est resté... On me souffle à l'oreillette Jimmy Butler. Est-ce qu'il peut faire partie de cette catégorie des joueurs? Non, c'est un peu un cran en dessous. Après, il y a pas le talent. C'est un cran en dessous de Jimmy, on l'adore, mais... Moi, je dirais Ant-Man, il souffle souvent de... On peut comparer un peu son jeu à des mouvements que le Jordan il faisait. Il a un peu cette technique... Peur de rien, peut-être aussi, ce côté un peu... Ce côté où il peut shooter. Je trouve qu'il a vraiment une mentalité de... Moi, je pense que ce garçon, il va aller chercher... Anthony Edwards, pour ceux qui connaissent pas le surnom. Anthony Edwards. Tout à fait. Très jeune. Bon, à suivre, voilà. À suivre peut-être quelques noms, Anthony Edwards, éventuellement Trae Young. Haliburton aussi. Haliburton aussi, chez Gilgeous Alexander, voilà, cette nouvelle génération. Bilal Koulibaly. Elle fasse attention, elle fait que des gestes, ça montre à marcher. Ça va nous sortir du son un petit peu tout à l'heure. Allez, on refait cette page NBA ensemble, et puis on va parler avec notre invité hype de la semaine de Basketball 3-3. Avec notre invité hype, puisque le Basketball 3-3 est hype, c'était diffusé sur Sport en France il y a encore quelques mois. Team Paris, on va commencer par la première victoire de Team Paris dans un World Tour, c'était le 4 novembre, je crois, 4-5 novembre dernier, en Chine. Raconte-nous un petit peu l'expérience, parce que tu y étais, Karim, tu es donc manager de Team Paris Basket 3-3, on peut l'appeler comme ça, et surtout globalement, comment on peut situer maintenant
le développement et l'émergence peut-être un peu du basketball 3-3 en France? Là, on est clairement dans une phase de développement plus. La victoire sur le Master, ça vient récompenser 1 an et demi de création de cette équipe. On a lancé l'équipe au mois de juin dernier. Donc, citez les noms, Alexandre Agalan, pardon, Paul Djoko, il y a Vincent Fauché, Jules Rimbaud, qu'est-ce qu'on a d'autre, Franck Seguela et puis Alex Vial. C'est des joueurs qu'on a sortis du 5-5 qui sont venus dans un projet fédéral. Avec la Fédé, on avait décidé de sortir 6 joueurs du 5-5. Facile de les sortir ou pas? Pas facile, parce que c'est un choix de vie, c'est un mode de vie complètement différent, beaucoup de voyages, les tournois qui s'enchaînent. Là, je regardais, on a joué à peu près 80 matchs cette année, c'est énorme. Et sachant que les 80 matchs, il y en a sur différents continents. Le Master qu'on gagne, 48 heures avant, on était en Inde. On est parti tout de suite après le tournoi pour arriver la veille d'un Master et le gagner. Donc c'est un peu la vie d'un tennisman sur l'ATP. Okay. Tout le temps bouger, tout le temps aller être à la recherche des points, à la recherche de prize money aussi, parce qu'ils vivent de ça. Donc c'est un peu un confort de vie différent. Il faut aller chercher les choses. Un confort peut-être inconfortable quelque part, dans l'idée de se dire qu'on n'est jamais chez soi, mais qu'il faut aller chercher, comme tu l'as dit, à chaque fois la victoire. Disons qu'il fallait des joueurs qui acceptent ça, qui se sont lancés dans une aventure, et je pense que cette victoire, elle récompense justement ces joueurs qui ont osé le faire. Et j'espère que ça va susciter des vocations aussi, on va voir, j'espère beaucoup. L'aventure, justement, comment elle se vit au quotidien? Toi, tu es très impliqué, bien sûr, avec tes joueurs, mais est-ce que vous avez quelqu'un pour l'intendance, les billets? Raconte-nous un peu comment ça se passe. Heureusement, on a quelqu'un qui s'occupe de ça, toute la logistique est gérée à la Fédé. On peut passer un coucou à Céline Refait là, qui gère vraiment ça bien. Après, au niveau des entraînements, moi je gère les entraînements. On a un préparateur physique, Laurent Hernu, qui est avec nous et qui donne les programmes aussi aux joueurs parce qu'ils ne sont pas tout le temps sur place. Ils sont un peu partout aussi. On n'a pas encore de centre vraiment à proprement dit où on peut être tout le temps basé 24-24. Donc par exemple, avant un tournoi, on se rejoint 3-4 jours avant, on s'entraîne, on se prépare, on part sur le tournoi. Donc c'est une logistique aussi qui est à mettre en place. C'est là où c'est différent par rapport au 5-5 où on a une base un peu, on sait où on va être, quand, quelle heure. Donc là, c'est un peu, des fois, on part un peu dans l'inconnu et c'est ce qui fait le charme aussi de la discipline. On l'a dit, premier World Tour donc au début novembre, donc tu reviens de Chine là. Il y avait quand même des petits prémices quand même d'une victoire, parce que les précédentes sorties c'était 3e, 2e. Où est-ce que tu peux situer maintenant le niveau du basket 3-3 sur le plan mondial, quoi? Au niveau français, sur l'équipe française, on est clairement une équipe du top 10 mondial, je pense maintenant. On a prouvé par notre victoire qu'on l'était. On est de plus en plus aussi reconnu, respecté aussi par les adversaires, parce qu'il a fallu se faire accepter sur un circuit qui est très fermé, qui est dominé depuis des années par les pays de l'Est, la Serbie notamment. Et donc là, on est de plus en plus accepté. Et cette victoire, c'est venu vraiment, je pense, sceller les choses. Et maintenant, contre la Serbie d'ailleurs. Contre les Serbes, Et on est vraiment... on a un statut maintenant qu'il va falloir aussi défendre, qu'il va falloir répéter aussi cette victoire, j'espère. Donc on va voir. Statut à défendre à Paris, d'ailleurs? Il va falloir se qualifier. Il va falloir se qualifier. Donc nos filles sont qualifiées au ranking, puisqu'on a contrairement au 5-5, on n'a qu'une équipe qualifiée. Donc c'était les plus hauts rankés, donc c'était les filles. Et donc les garçons, on aura 2 TQO pour se qualifier. Donc il y en aura un premier début mai. Il faudra le gagner, et un autre fin mai où il faudra finir dans les 3 si on n'a pas la chance justement d'être qualifié sur le premier. Donc la route est encore longue pour être à Paris, mais on y croit dur. Alors tu as un cadre technique national, est-ce que justement on peut parler un peu du projet fédéral du basket 3-3, nouvelle discipline aux Jeux de Paris, où on est un peu le projet fédéral? Est-ce que ça prend dans les clubs? Est-ce qu'on joue au 3-3 régulièrement? C'est de plus en plus, on joue de plus en plus au 3-3. Le projet fédéral, il a été simple avec Paris dans le sens où on a fait des gros efforts pour créer cette équipe, faire des points, préparer cette équipe et spécialiser des joueurs pour les Jeux. Il y a encore une preuve, c'est la semaine dernière, il y a une équipe féminine professionnelle qui a été créée. Donc on a sorti 8 filles aussi du 5-5 et dans des gros clubs de première div. Et donc voilà, ces filles-là elles vont préparer les Jeux et donc il y a une chance de médaille. Donc on va la jouer à fond. Et c'est aussi la preuve qu'on prend les choses au sérieux. Et les clubs de plus en plus s'investissent aussi dans le 3-3. Donc c'est une discipline qui est en train vraiment de se développer et de récolter aussi tous les efforts.
Ok. Il y a un travail, tu parlais de 5-5, est-ce qu'il y a des échanges quand même qui sont faits avec la fédération et le basket 5-5 justement pour vous mettre à disposition bien sûr des joueuses, des infrastructures, comment ça se passe? Oui, il y a des échanges. Alors des fois c'est dur parce que le calendrier 3-3 FIBA est en collision avec le calendrier 5-5. Donc nous on sait que généralement les joueurs de 5-5 on les a l'été. Il faut aussi respecter qu'on essaie de leur donner aussi des temps de repos parce que la saison de Jeep Elite elle est super longue. Donc non, il y a des échanges, que ce soit garçons ou filles. On essaie de faire au mieux avec les clubs, de les arranger, mais aussi d'être dans une logique de performance, parce que nous, on doit performer sur les équipes nationales. Il y a des gros enjeux derrière aussi. Et donc là, avec les jeux qui arrivent, on sait qu'on va aller chercher une médaille. Donc là, il faut que tout le monde se mette au diapason. Médaille pour les filles, médaille pour les garçons, s'ils arrivent à se qualifier, c'est l'objectif fixé par la fédération? Oui, clairement. Si on a déjà à avoir nos 2 équipes, ce serait extraordinaire. Et on aurait les 2 équipes de 5-5 et les 2 équipes de 3-3 au jeu. Ce serait tout bénef. Une phase importante, j'imagine, quand même, pour le développement du basket 3-3 en France. Peut-être une question, si vous en avez une à Karim. Je suis assez curieux de ce sport, le 3-3, mais j'irai plus loin, moi, dans la formation, parce que justement, apparemment, on est plutôt pas mal, mais si je comprends bien, on va chercher des joueurs du 5-5 pour jouer au 3-3, mais à l'image, comme le rugby, par exemple, rugby à 7 et rugby à 15, là, on voit que Dupont va participer au JO en rugby à 7, et il faut qu'ils se mettent dedans, justement. Mais il y a des settistes, on les appelle les settistes, et il y a le rugby à 15. Est-ce qu'il n'y a pas une formation, enfin un projet au sein de la Fédé, justement pour vraiment avoir des vrais joueurs de 3-3 et pas tout le temps aller piocher de temps en temps, en 35, mais... Là, c'est un des enjeux, par exemple, la continuité de la team Paris, et derrière, ce qui va arriver aussi. On est encore sur une génération de joueurs qui sont très 5-5, formation 5-5, mais on va arriver aussi à une génération de joueurs qui vont naître avec le 3-3, connaître le 3-3, vouloir faire du 3-3 dès le début, et à un moment donné, on va y arriver. Et je pense qu'il faut que les 2 réussissent à travailler le plus intelligemment possible, mais c'est clair qu'il faut une spécialisation des joueurs de 3-3, comme il y a le 15 et le 7, c'est quelque chose qui est inévitable, c'est clair. Mélissa, Paul, question? Oui, justement, les JO, ça peut être vraiment une super fenêtre pour le 3-3, encore une fois. En plus, là, à domicile, c'est vraiment un énorme objectif, j'imagine, pour vous, quoi. C'est un gros objectif, et comme tu le dis, c'est la fenêtre parfaite. C'est toute la planète qui va regarder. Le 3-3 va être exposé comme jamais. C'est le plus bel endroit pour, justement, montrer la discipline et essayer de susciter aussi des vocations auprès des plus jeunes générations. Et juste les TQO, pardon, ils se disputent où? Alors normalement, ça devrait être au Japon. Ouais. Alors il y en a un qui devait être en Israël, mais avec l'actualité, ça va être décalé et annulé en Israël. Et je pense qu'il y a des chances pour que les 2 se fassent au Japon. Il y en a un 3e, mais on ne peut pas participer. C'est le TQO universel à 8 équipes. Mais pour faire ce TQO-là, il faut que ton équipe de 5-5 n'ait pas fait les 2 dernières Olympiades. Vu la qualité de notre équipe de 5-5, on ne peut pas le faire. Donc on aurait pu en avoir 3, mais on en a 2, c'est déjà bien. Ça fait 2 chances aussi pour se qualifier. Karim, coach aujourd'hui, sélectionneur national, mais pionnier du 3-3. On se rappelle qu'en 2012, en Grèce, il y a un titre de champion du monde. Rappelle-nous un peu, peut-être, parle-nous un peu de cette expérience. Et encore une fois, l'évolution peut-être un peu de la discipline depuis 2012, donc 11 ans maintenant. C'est le jour et la nuit entre 2012 et aujourd'hui. Là, ça s'est développé, ça s'est professionnalisé. Il y a de plus en plus de tournois. Par exemple, les masters, aujourd'hui, il y a 17 masters. À l'époque, il devait y en avoir 6 ou 7. Et encore, c'était moins développé, moins d'équipes. Donc c'était dominé par une seule équipe, les Serbes de l'époque, la Novi Sad. Mais aujourd'hui, on l'a vu cette année sur le World Tour, tout le monde peut gagner. Donc la discipline, elle est en train de se développer dans tous les pays. Il y en a plein qui ont aussi compris que le 3-3, ça peut être aussi une solution pour aller aux Jeux Olympiques. Je prends souvent l'exemple de Madagascar, qui nous a battus à la Coupe du Monde. L'équipe de Madagascar, je mets une pièce qu'elle va se qualifier pour les Jeux avec le TQO universel, parce que c'est des très bons joueurs de basket. Il y a 4 très bons joueurs. Ils ont fait une demi-finale de Master il n'y a pas très longtemps. Et c'est ça le charme aussi du 3-3, c'est que tout le monde peut gagner. Et il n'y a pas de petites nations. En fait. Quelle porte ça ouvre? Tu parles de Madagascar, moi l'exemple me parle beaucoup. Quelle porte ça ouvre dans le 3-3 que ça ne pourrait pas ouvrir dans le 5-5 pour avoir accès à des grandes compétitions internationales comme ça? Ça ouvre pour certains pays qui sont un peu plus barrés au niveau du 5-5. Ça offre la possibilité d'aller sur des championnats du monde, sur les Jeux Olympiques. C'est extraordinaire. Des petites nations qui vont aux Jeux. Si on se rappelle le film Rasta Rocket, où ils partent aux Jeux Olympiques sur le bobsleigh, une équipe de Jamaïque, c'est super improbable. Okay. C'est un peu l'esprit du 3-3. Madagascar aux Jeux Olympiques. Waouh, en basket 5-5.
5-5 compliqué, en basket 3-3 probable. Donc c'est ça aussi qui est bien dans ce sport, c'est que tout le monde peut battre tout le monde et il n'y a pas de petite nation. Les Américains sont pas mal au côté basket 3-3, mais ils ont aussi une ligue un peu appelée la Big Three là, qui marche plutôt bien, en tout cas sur le plan business. Est-ce que tu penses que c'est un bel outil qu'ils ont aussi pour se promouvoir au niveau du basket 3-3 ou est-ce qu'il faudrait faire des choses un peu différemment? Non, ça n'a rien à voir. Cette ligue-là, c'est plus pour le show avec des anciens joueurs NBA. Tu as des paniers à 4 points, c'est pas les mêmes règles. Par contre, ils se sont mis sérieusement au 3-3. Il y a Jimmer Fredette qui est arrivé, qui a été lui joueur de l'année en NCAA quand il était aux États-Unis, qui a été des années en Chine, et un joueur très très référencé. Un gros carton partout où il est passé. C'est vraiment un joueur extraordinaire. Là, cette année, ils ont gagné 2 masters. Donc ça a pris du temps aussi, parce qu'au début, ça ne gagnait pas, ils n'avaient pas l'habitude, et là, ils sont en train de se roder. Et non, tout le monde commence. Et quand il y a une médaille à prendre... Justement, quelle est la différence, justement, toi, technicien, qui a joué dans les deux, quelle est la différence entre le 5-5 et le 3-3 ? Le rythme est différent, la notion d'impact, les arbitres, c'est pas la même chose, et c'est beaucoup plus toléré les contacts au 3-3, et puis c'est très spécifique. Les règles sont à peu près les mêmes, mais c'est un peu différent sur des petits points, mais ça reste du basket. Souvent, on me dit c'est pas du basket. Non, je dis c'est pas du basket 5-5, mais ça reste du basket. C'est les mêmes fondamentaux, la finalité est la même, marquer un panier. Sauf que oui, ça va plus vite. Les joueurs c'est des profils différents. Il n'y a pas de très très grands, par exemple. C'est généralement les bonnes équipes, c'est plus ou moins tout le monde à peu près à 2 mètres, un peu en dessous, assez tanké. Et puis une grosse capacité d'adresse. C'est ce qui fait la force des pays de l'Est, où sur les tirs extérieurs, ils font vraiment la différence. Sacré cardio aussi, il faut avoir. Cardio, il faut. Allez, dernière question à Karim, quel est le LeBron James du 3-3 ? Le LeBron James du 3-3 ? Est-ce qu'il y en a ? Celui qui porte un peu le... Actuellement, c'est Stojacic, qui est le numéro 1 mondial, qui est un joueur extraordinaire, et pourtant pas physique, mais c'est une brindille, très longiligne, mais il va tellement vite, et il est dans un système et une équipe où l'adresse, c'est un joueur qui sait tout faire. Après, il y a des joueurs, les champions olympiques, là, les lettons, c'est des joueurs extraordinaires de 1 contre 1. Pourtant, le basket 3-3, c'est pas du 1 contre 1, c'est un jeu très collectif qui est construit sur des checks, ce qu'on appelle les checks, les systèmes. Mais eux, c'est des joueurs extraordinaires dans l'intensité, et en attaque et en défense. Et c'est parce que on peut récupérer des ballons, et donc on l'a vu à la Coupe du Monde. On l'a vu à la Coupe du Monde. J'avais encore une question, moi. C'est très intéressant de t'entendre, Karim, sur le réservoir. On a parlé de Wemby, de Bilal, etc. Est-ce qu'il y a un réservoir de jeunes aussi là qui pourrait peut-être aussi, dans les prochains mois, peut-être pas pour cette Olympiade, mais pour les prochaines échéances, arriver quand même à performer? Oui, parce qu'on a les générations U23, donc les moins de 23 ans, qui performent bien sur les compétitions. C'est des joueurs référencés, des très bons joueurs de 5-5, mais qui ont aussi cette fibre 3-3. Et donc, comme ils ont cette fibre 3-3, nous, on est contents, parce qu'on sait que moi, je suis déjà tourné quasiment sur Los Angeles 2028 avec ces joueurs-là. Ils le savent, c'est des joueurs qu'on va projeter sur cette échéance-là. Et voilà, il y a des forts joueurs qui arrivent derrière. Et puis, c'est comme tout, c'est des cycles, et ça va permettre d'avancer. Allez, merci Karim pour cet échange sur le basket 3-3 qu'on met en valeur aussi encore sur Sport en France et dans Hype. Prochaine échéance justement pour le Team Paris ? On part à Hong Kong le 22 novembre pour le dernier master de la saison, et normalement on devrait se qualifier pour la finale mondiale qui aura lieu à Jeddah le 8 et 9 décembre. En fait, ils ne partent pas en Espagne, ni en Autriche, ni en Belgique. C'est tout de suite les grands voyages. On va profiter bien, et puis on espère que ça se passera très bien pour cette équipe. On va suivre ça bien sûr de près. On va conclure cette émission en remerciant Karim d'avoir été notre invité Hype cette semaine. Bon voyage à vous. Merci à toi Mélissa. Merci beaucoup. La montre, la semaine prochaine, ça marche, obligé. Merci à Paul, merci à Rudy, merci à la communauté Hype, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao.